C'est moi vous m'entendez? Eh ben, tant pis pour vous. Alors, bienvenue à ces conférences mensuelles de la SAF. Ce mois-ci, je crois qu'il y avait un match de football ce soir. Je vois que l'astronomie est en train de battre le football. Bravo. Alors, comme d'habitude, avant de passer la parole à notre conférencière, le calendrier. Voilà les événements que j'ai recueillis pour vous. Donc, pour les gens de la SAF, vous savez que samedi, il y a commission de cosmologie de la SAF. On va parler d'un sujet un peu compliqué sur la théorie des jauges. Alors, nous ne fournissons pas l'aspirine, il faudra l'amener vous-même. Voilà, sans ça, quelque chose de très intéressant. À la BNF, le samedi 24 novembre, il y a une journée complète par nos amis du CEA et de l'APC sur les nouvelles lumières, la physique des particules. Alors je vais vous en parler 2 secondes, je vais vous donner le programme. Vous voyez? Alors, vous voyez qu'il y a des gens plutôt bien connus, comme Étienne Klein, Vincent Minier, du CEA, de l'IRFU, hein, spécialiste d'Herschel, François Bouchet, spécialiste de Planck, Daniel Vigneault pour les neutrinos, etc., etc. Donc, je vous conseille de vous y inscrire. Si ce n'est pas déjà plein, on peut s'inscrire par Internet. J'ai bien peur que ce soit plein, mais il faut toujours tenter le coup le jour même. Vous truandez, vous passez dans la file, et puis ça se débrouille. On aime bien les gens qui aiment les sciences. Alors, vous savez qu'aujourd'hui, en fait, on aurait dû recevoir notre ami Jean-Pierre Bibring, qui avait une réunion importante à l'ESA en Hollande, et on remercie beaucoup Isabelle Grenier d'avoir pu le permuter avec lui. Et donc le mois prochain, le 12 décembre, ça sera Jean-Pierre Bibring qui nous parlera, donc grand spécialiste de Mars, qui nous parlera de Mars. Et la réunion d'après, en janvier, c'est Jean-Pierre Le Breton, qui est de retour de Hollande maintenant, il est basé en France, et qui fera le point sur la mission Cassini-Huygens. Alors, et voilà la suite. Donc février, David Vance-Gabo qui va nous parler de R31, 13 mars, Jean-Pierre Luminet, qui va nous parler des astéroïdes, et le 10 avril, Jean-Michel Alimi sur l'univers et les simulations de l'univers. Je vous parlerai de la suite la prochaine fois. Alors, on a la chance de recevoir ce soir Isabelle Grenier, qui est du CEA, de l'IRFU, qui veut dire, elle nous expliquera ce que ça veut dire, parce que c'est Institut de recherche fondamentale sur l'univers. Voilà. Les lois fondamentales de l'univers. Voilà, sur les lois fondamentales de l'univers. Elle est professeure aussi à Paris 7, et sa spécialité, elle travaille sur le projet Fermi, un télescope spatial Fermi, donc sur l'univers gamma, les sursauts gamma, et je lui passe la parole. Merci beaucoup. Non, mais je vais commencer par placer mon pointeur, donc tout va bien. Merci. Alors, on change de présentation. Non, non, c'est bon, c'est juste. Je vais me faire engueuler par André Maille parce que je lui ai dit les siens. C'est pas grave. Hop. Alors, on va essayer de permuter, oui, pour Fermi, pour vous expliquer un petit peu un tout petit pot pourri. C'est plutôt un choix que j'ai fait dans les données et dans les résultats de Fermi, parce que on va pas toucher ça. Hein. C'est moi qui ai fait la bêtise tout à l'heure, visiblement. Je sais pas comment je vais le mettre. Voilà. Ça évitera qu'il y ait de l'orage. Donc, pour vous parler un petit peu de cette expérience, qui est une expérience pratiquement américaine, mais avec beaucoup de Français, de Japonais, d'Italiens et de Suédois à bord. Et donc, on a démarré en 1997-98 et qui est lancé depuis 2008. Et donc là, on entame la 5e année d'observation. Et on a la chance extraordinaire d'avoir énormément de beaux résultats. Alors il a fallu faire un choix parce que maintenant on n'arrive même plus, on a 1 heure de séminaire technique auprès de professionnels, on n'arrive pas à mettre tous les résultats. Donc là
pour essayer de vous en digérer quelques-uns à mots plus simples, j'ai fait un choix draconien. Je ne vais pas vous parler des trous noirs, je suis désolée, on en avait un petit peu parlé il y a 1 an et demi quand j'étais venue, donc je me suis dit on allait changer de sujet. Et je vais peut-être me concentrer sur quelque chose que vous connaissez moins bien. Je me suis dit, après tout, c'est le centenaire des rayons cosmiques, de la découverte des rayons cosmiques. Comme Fermi nous raconte plein de choses sur les rayons cosmiques, j'avais profité de m'engouffrer dans la brèche et de changer un tout petit peu le sujet dont on avait parlé avec Jean-Michel. Donc, par contre, ce qui n'a pas changé, c'est le télescope lui-même. Il est là-haut, il est en train de tourner au-dessus de nos têtes à 565 km d'altitude. Et il observe le ciel. Tout au bout ici de la lumière, si vous prenez toute la gamme de lumière, toutes les couleurs de la lumière que vous pouvez avoir, depuis, non pas le visible entre le rouge et le bleu, mais très en deçà, jusque dans l'infrarouge, le submillimétrique, on parlait d'Herschel il y a 2 secondes, on va en reparler tout à l'heure, et la radio, ou bien si vous partez au-delà du violet, dans les ultraviolets, les rayons X et les rayons gamma, toutes ces couleurs de la lumière qui nous renseignent. Je vais vous parler principalement de Fermi, mais je vais vous montrer beaucoup d'images dans d'autres couleurs, dans d'autres longueurs d'onde, parce qu'en fait, en gamma, d'abord, on a de très mauvaises images, et d'autre part, c'est beaucoup en comprenant et en comparant tout ce qui se passe dans toutes ces lumières qu'on arrive un petit peu à cerner ce qui se passe. Alors, tout ce beau matériel, on vit un âge d'or extraordinaire en ce moment. J'espère que ça va durer. C'est pas forcément gagné que la programmation de nos agences spatiales et des agences au sol se coordonnent aussi bien que ce qui s'est passé dans les 15 dernières années. On a tout ce matériel qui fonctionne en permanence, c'est même presque, on aurait presque honte quand on sait le coût de ces appareils, de savoir qu'en ce moment on a toutes ces possibilités en même temps et qu'on peut jongler avec pour voir ce qui se passe, aussi bien au sol pour ce qui est radio et visible, avec ces grands radiotélescopes et les grands télescopes au sol. Ici vous avez l'Observatoire européen austral comme exemple, mais il y en a un petit peu partout, et son homologue dans l'espace, qui est le télescope spatial Hubble, et qu'on va remplacer dans 3-4 ans avec le James Webb. Donc on a ce matériel extraordinaire, mais on a surtout une couverture exceptionnelle en infrarouge jusqu'en millimétrique, avec, on a parlé de Planck il y a un instant, Herschel, qui sont dans cette partie ici, avec Spitzer et Akari qui sont en train de faiblir en ce moment, mais qui ont donné beaucoup d'images et beaucoup d'informations récemment, dans l'infrarouge. Et puis en ultraviolet et en rayons X, on a Swift, Chandra, XMM, donc beaucoup de satellites qui fonctionnent. Et puis Intégral, bien sûr, qui est européen. Et Fermi, qui arrive donc au bout de cette lumière, la plus énergétique. Quand vous allez de la gauche sur la droite, ici, vous montez en énergie. Vous avez des milliards de fois plus d'énergie ici que dans le visible. Et vous avez encore des milliards de fois plus d'énergie de l'autre côté, jusque dans la radio. Donc vous voyez que c'est un pont très extraordinaire qui malheureusement nous oblige à aller dans l'espace pour détecter cette forme de lumière parce qu'elle est dangereuse et l'atmosphère nous en protège. Donc c'est très bien d'être protégé, mais nous ça nous oblige à passer en spatial pour pouvoir observer toute cette partie, que ce soit les rayons X ou UV, X et gamma. Il faut absolument qu'on aille dans l'espace pour les observer. Ça vous explique aussi pourquoi ces formes de lumière ne nous servent en astrophysique que depuis les années 70, 80, où on a pu envoyer des instruments à peu près dignes de ce nom. Pour comparaison, on va le voir dans un instant, ces télescopes sont extraordinairement intéressants, importants, etc. Mais comparé à la lunette de Galilée, ils ne sont pas extraordinairement performants. Donc il faut quand même relativiser les progrès qu'on a fait dans le centre ici ou en radio par rapport aux progrès qu'on a fait ici, simplement parce que la taille des lanceurs est limitée, le poids des lanceurs qu'on peut mettre, enfin ce qu'on peut mettre en orbite est limité, et on est très très limité en performance de télescope. Et quand vous allez vers les très hautes énergies, heureusement pour l'univers, les rayons deviennent de plus en plus rares, donc c'est de plus en plus difficile de les attraper, de les capter, mais quand vous allez aux formes les plus extrêmes des rayons gamma, celles qui emportent le plus d'énergie, aux alentours du milliard d'électronvolts en unité de physique des particules, à ce moment-là, ils sont tellement rares que les tailles des objets qu'on peut mettre dans l'espace sont insuffisantes. Et donc la seule chose qu'on peut faire, c'est de redescendre sur Terre et de se servir de l'atmosphère elle-même comme détecteur de rayons gamma pour convertir ces rayons gamma, puisqu'ils sont arrêtés dans l'atmosphère pour nous protéger. Du coup, on a la chance de pouvoir avoir des effets secondaires. On détecte les effets secondaires de l'absorption de ces rayons gamma
dans l'atmosphère, et on regarde les flashs de lumière qui accompagnent l'arrivée de ces rayons gamma dans l'atmosphère. Du coup, on redescend au sol pour faire ça avec des télescopes qui sont comme celui-là. On en cache en Namibie, on en cache en Australie, on en cache dans l'Utah, aux États-Unis. Mais je vais principalement vous parler aujourd'hui des rayons gamma plus nombreux qu'on voit à bord ici de Fermi. Donc Fermi est une expérience qu'on a lancée en 2008. Et cette expérience est quelque chose, on pourrait se demander comment on détecte des rayons gamma. Ah oui, alors du coup, j'ai plus la main, pardon. Je peux ouvrir ma souris. Dès que j'aurai ma souris, tout ira mieux. Voilà. Hop. Donc, je vais revenir en arrière. Hop. Donc, pour détecter des rayons gamma, il faut que, comme je vous disais, ce sont des choses rares. Donc, la première chose qu'on va faire, ça serait possible d'éteindre ici pour que... Moi, ça ne me gêne pas d'être dans le noir. Oui, mais on a une vidéo un peu. Parce que ça va être très... toutes les images sont très sombres, donc ce serait dommage. Pour vous, au fond, je pense que vous ne devez pas voir grand-chose. On va voir si on peut trouver autre chose. Donc, il vaut mieux voir mais quand même les images que moi. Oui. Ça n'a aucun intérêt. Il faut des images en noir aussi. Donc le problème qu'on a, c'est d'attraper de la lumière. Alors de la lumière, grain de lumière par grain de lumière. Alors on ne va plus parler de quantité de lumière. Ah oui, là c'est ça. Ah, le micro est coupé? Oui. Ah oui, mais là, c'est pas un point qui n'est pas normal. L'autre micro fonctionne. Voilà, ça c'est beaucoup mieux. C'est même trop. Donc, oula, je vais baisser un peu. Donc, pour attraper ces grains de lumière, ces photons pièce par pièce, on va pas faire comme un télescope normal. Un télescope normal en optique, en radio, en infrarouge, partout, ce que vous faites, c'est que vous mettez un miroir pour concentrer la lumière. Et d'une grande surface, vous captez la lumière sur une grande surface, vous la concentrez via le miroir pour l'envoyer sur un petit détecteur. Et votre petit détecteur est au bout de l'appareil, facile à manipuler, en tout cas pas trop encombrant ou à refroidir ou à traiter. Par contre, en lumière gamma, vous le savez tous que les rayons X, ça passe à travers beaucoup de choses. Un des rayons gamma typiques qu'on va détecter avec Fermi traverse 2 mètres de plomb sans même s'apercevoir qu'il y avait 2 mètres de plomb sur sa route. Donc il faut absolument qu'on fasse attention et qu'on essaie de convertir cette lumière en autre chose qu'on va pouvoir détecter. Alors ce qu'on va convertir, c'est prendre la conversion, quand vous avez un rayon gamma qui arrive sur un matériau lourd, comme du tungstène, du plomb, etc., il y a une probabilité non négligeable pour qu'il redevienne l'inverse de l'antimatière, c'est-à-dire un couple matière et antimatière, puisque ici, vous allez faire un électron et un positon, puisque vous savez que la matière et l'antimatière ont pour propriété, quand ils se rencontrent, de donner de la lumière. Ben nous, on fait l'inverse, c'est-à-dire qu'à partir de la lumière, on va déclencher la formation de matière et antimatière. Et on va pister la trace de cet électron et de cet anti-électron dans un détecteur en dessous, puis en bas, on va essayer de mesurer l'énergie de ces 2 particules. L'énergie des 2 particules va vous dire que l'énergie du photon gamma incident, et la direction des 2 particules, quand vous en prenez la bissectrice, va vous dire en gros, voilà, de quelle direction arrivait le rayon en question. Et puis vous allez vous promener dans l'espace avec cette espèce, je mets toujours un filet à papillon, parce que c'est le cas, vous allez détecter les rayons gamma là où ils passent, il n'y a pas de concentrateur, simplement vous allez essayer de les attraper là où ils passent, les convertir et détecter leur passage et leur énergie et leur direction. Donc c'est quelque chose qui malheureusement dépend beaucoup de la mécanique quantique, qui est non déterministe, comme vous le savez, et donc le processus n'est pas toujours exactement reproductible. Et ce que ça donne, c'est qu'on a eu des incertitudes assez importantes sur la direction de laquelle venait ce rayon. Et donc on va pouvoir reconstruire des images, mais je dirais très grosso modo, et pas du tout avec le piqué d'images auquel vous êtes habitués à toutes les autres formes de lumière. Et si je prends l'exemple ici du Soleil, vous imaginez la taille de l'image réelle du Soleil, puisque là on n'en voit qu'un tout petit cadran, avec ces magnifiques orages. Ça, c'est un orage d'ailleurs qu'on a détecté en rayon gamma très bien. Voilà l'image qu'on a. L'image de nous, de tout cet immense soleil avec toutes ces bulles, ces loops, etc. C'est 4 pixels pour nous aujourd'hui. Et pourtant, vous voyez la taille du soleil dans le ciel.
Donc ça vous dit tout de suite que même si ces rayons sont très puissants, on a quand même des limites très fortes sur les piquets d'image et donc la précision de l'information qu'on va avoir sur ces images. Donc ça, c'est une chose. La deuxième chose qui va nous limiter, et qui nous limite beaucoup moins avec Fermi qu'avec toutes les 3 générations précédentes Fermi, c'est que la probabilité de conversion en antimatière et matière de rayons incidents est faible. Il y a environ 2/3 des rayons gamma qui passent à travers le télescope sans s'être arrêtés et s'apercevant pas que le télescope était là. Donc on fait mieux avec Fermi parce qu'on a des surfaces plus importantes, mais ça reste encore quelque chose qui n'est pas très sensible. Et donc voilà les difficultés principales. Au demeurant, j'ai l'air négative en disant on ne fait pas terrible, on n'a pas des bonnes images, etc. On utilise les technologies du LHC. Donc on fait ce qu'il y a de mieux en physique des particules aujourd'hui. Pratiquement, on pourrait faire un tout petit peu plus sophistiqué, mais on gagnerait un facteur 2 et à un coût qui serait assez exorbitant. Déjà que Fermi a coûté 850 millions de dollars. On n'a pas trop forcé l'addition pour aller plus loin. Mais le problème est qu'on utilise vraiment une technologie qui est absolument le nec plus ultra qui existe aujourd'hui. Et on est bien embêté de vous dire comment faire pour gagner les facteurs de centaines dont on aurait besoin pour vous donner des images gamma qui soient à peu près de la qualité d'une image optique ou d'une image en rayons X moderne. Donc il y a quand même encore tout un énorme pan de travail technologique, technique à inventer, puisqu'il faut là des détecteurs qu'on n'a pas encore imaginés, ni en physique des particules, ni en astrophysique pour y arriver. Et vous voyez la différence ici. Ce superbe amas d'étoiles globulaires qui contient 1 million d'étoiles à peu près, dans lequel il y a des dizaines de trous noirs et des dizaines de pulsars qui peuvent émettre en rayons gamma. Voilà, on l'a détecté en rayon gamma, mais voilà ce qu'on a. On a une image qui d'abord est beaucoup plus large que tout l'amas, et quelque chose à l'intérieur brille en gamma, mais on est bien incapable d'abord d'avoir cette photo, et même avec cette photo, on aurait peut-être du mal à vous dire c'est telle étoile ou telle étoile, mais on y arriverait quand même un tout petit peu. Mais ici, là, tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a quelque chose parmi ce million d'étoiles qui est capable d'émettre des rayons gamma, et c'est tout ce qu'on peut dire. Donc on est très très limité encore dans cette forme d'astronomie qu'est l'astronomie gamma. On fera des progrès, mais pas toujours évident. Alors qu'est-ce qui peut produire des rayons gamma dans l'univers? La première chose, c'est que, vu les énergies de chacun de ces rayons, je vous parle ici pour Fermi, chacun des rayons va embarquer avec lui quelque chose comme plusieurs centaines de millions d'électrovolts jusqu'à des centaines de milliards d'électrovolts. Donc il faut forcément une particule de haute énergie qui lui a donné naissance. Vous oubliez tout ce qui est phénomène thermique, la chaleur n'est totalement incapable de produire des énergies suffisantes. Donc ce ne sont que des particules non thermiques, c'est-à-dire des particules de haute énergie qui peuvent produire dans la nature ce genre de phénomène, ce genre de lumière. Alors il n'y en a pas 36 moyens, il y a 3-4 moyens, je vous en illustre ici 2. Mais il y a quelques moyens de faire de la lumière gamma à partir de particules de très haute énergie. La première chose que vous pouvez faire, c'est prendre un proton, par exemple, ou un noyau de haute énergie, et l'envoyer percuter sur de la matière normale, du gaz entre les étoiles, ou la matière des étoiles, tout ce qu'il trouvera sur sa route. Vous allez avoir une interaction, le proton de haute énergie, lui, voit pas du tout l'atome en entier, mais ce qu'il voit, ce sont les quarks de l'atome cible. Et donc, les interactions des quarks avec les quarks vont faire des tas de particules secondaires, dont des pions, lesquels vont être dégénérés en rayons gamma très rapidement derrière. Donc, c'est une interaction, je vous dis, c'est même plus l'interaction nucléaire, c'est l'interaction au niveau des quarks eux-mêmes qui peuvent produire ce genre de lumière. Autre possibilité, en prenant des électrons qui sont pas des électrons simplement thermiques arrachés dans du gaz ionisé, mais des électrons accélérés à très haute énergie dans des environnements qu'on va voir tout à l'heure. Et ces électrons de haute énergie vont pouvoir zigzaguer, c'est-à-dire changer de direction dans des processus qui sont soit parce qu'ils vont rencontrer un atome sur leur route, donc ils vont tourner par les forces électriques, qui vont aller être courbés par la présence des charges électriques du noyau de l'atome, ou bien il va voir de la lumière d'une étoile, ou la lumière d'une planète, ou quelque chose, et du coup, il va prendre des virages, et par ces interactions-là, il va produire de la lumière gamma. Mais à la base, vous voyez qu'il faut toujours
soit une particule noyau proton de haute énergie, soit un électron de haute énergie. Et quand je dis haute énergie, ce sont typiquement des électrons de centaines de milliards d'électronvolts ou de dizaines de milliards d'électronvolts, ou des protons aussi de milliards d'électronvolts à peu près. Il faut au moins ça pour arriver à fournir la lumière qu'on va capter avec Fermi. Mais par contre, l'avantage, c'est que ces particules de très haute énergie, émettant les rayons gamma, comme vous l'avez vu, les rayons gamma, on a mal fou à les attraper. Le côté positif de cette difficulté, c'est qu'ils sont très pénétrants. On voit l'autre bout de la galaxie. Les rayons gamma qui sont émis à l'autre bout de la galaxie viennent jusqu'à nous sans aucune difficulté. Il n'y a pas d'opacité sur la route, vous attraperez tout. C'est pas le cas dans d'autres formes de lumière, où on est très gêné parce qu'on ne capte que la lumière qui a été émise relativement près de nous. En ultraviolet, par exemple, on voit quelques centaines de parsecs, peut-être un petit millier de parsecs autour de la Terre. On ne peut pas voir plus loin, puisque tout ce qui est entre nous, le gaz entre nous et les objets plus lointains, absorbe la lumière et on ne la verrait pas. Donc l'avantage, c'est que si on va aller voir la physique des trous noirs ou des choses comme ça, on peut s'approcher assez près des zones les plus intéressantes avec les rayons gamma, si tant est que les rayons gamma soient émis et qu'on arrive à les attraper ensuite. Donc voilà un petit peu les processus qui sont derrière. Alors pour vous montrer le ciel, je voulais d'abord être sûr qu'on parlait le même langage. Je crois que vous êtes tous à l'aise avec une map monde, c'est-à-dire qu'on reprojette tous les continents, etc., de la surface sphérique de la Terre sur une carte plate. Ça, avant d'arriver à une solution stable, les cartographes se sont arrachés la tête pendant des siècles pour arriver à trouver la bonne solution. Maintenant, on a des outils de projection mathématique qui marchent bien. Et on pourrait faire des livres entiers sur les histoires de projection en géographie. Il n'y a qu'à voir toutes les cartes anciennes et voir combien les continents sont faux, en forme. Donc, on peut faire la même chose sur le ciel. Ici, c'était une carte totalement inutile. Mais l'idée, c'est que vraiment, vous prenez tout ce qui est à l'extérieur